à tous, bonjour Stéphane. Bonjour Céline. Bienvenue à ce webinaire. Nous allons commencer tranquillement la présentation. Nous sommes présents aujourd'hui pour vous parler de la classification Camins. Donc, je suis Céline Lassoge, responsable commerciale au Sphinx, et je suis accompagnée de Stéphane Ganassali, qui est notre conseiller scientifique depuis de nombreuses années. Bonjour. Donc c'est surtout lui qui va intervenir pour nous parler de cette classification. L'objectif de cette présentation, c'est vraiment d'aller vers quelque chose d'accessible au plus grand nombre. Donc on n'est pas là pour vous faire un cours méthodo, mais pour vous donner une première approche. C'est une vulgarisation pour rendre accessible des analyses qui sont présentes dans nos solutions. Donc nous allons commencer la présentation avec simplement un rapide aperçu de la société Sphinx pour simplement vous resituer qui nous sommes. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous existons donc depuis une trentaine d'années. Donc nous avons cette maîtrise à la fois des solutions Quanti et Kali, avec des activités à la fois d'éditeurs de logiciels et de prestations de services avec Sphinx Institute. On va donc rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec Stéphane, qui nous explique pourquoi segmenter les clients. Ok, donc la méthode de classification, elle va servir la plupart du temps à réaliser ce qu'on appelle une segmentation. Donc la segmentation, c'est, comme vous le savez sans doute, un concept très important en marketing. Il s'agit de constituer en fait des groupes de consommateurs ou des groupes de clients avec des attentes homogènes afin de leur fournir une offre qui soit la mieux adaptée possible à leurs attentes. Donc c'est un des principes de base du marketing. Je ne vais pas développer trop longtemps autour de ça. Afin de pouvoir agir de cette manière-là, il faut tout d'abord identifier ces groupes de consommateurs qui ont des attentes similaires. Et cette opération s'appelle la segmentation du marché. On a ici un exemple à l'écran où on a, pour une banque, réalisé la segmentation de sa clientèle en fonction d'un certain nombre de variables qui sont liées notamment à leur comportement en matière bancaire. Donc le nombre de chèques qui sont faits, le nombre d'opérations, le solde moyen sur le compte, est-ce qu'on fait des crédits, est-ce qu'on place son argent. Donc toute une série comme ça de mesures de comportement bancaire qui vont permettre de réaliser des groupes, d'identifier des groupes qui ont des comportements similaires. Donc ici, comme on le voit sur la carte, sur la figure à droite, en fonction de deux grandes dimensions, 11 segments ont été identifiés, selon une méthode de classification que je présenterai un peu plus tard. Donc on a 11 segments qui se différencient en fonction d'une part de l'activité sur le compte, c'est la première dimension horizontale, des comptes plutôt inactifs ou des comptes plutôt actifs, et une deuxième dimension verticale qui oppose des gens qui sont soit fournisseurs de ressources, grosso modo qui font de l'épargne, ou des gens qui sont consommateurs de ressources et donc qui ont recours au crédit. Et on voit ici qu'on a 11 segments avec des noms d'animaux, hein, c'est pour leur donner un petit peu un aspect un peu plus concret. Et en fonction de l'appartenance à ce segment, si vous-même vous êtes client de cette banque, vous allez peut-être être classé par exemple dans la catégorie des homards, qui est donc le segment numéro, je ne vois plus très bien. Et en fonction de votre appartenance à ce segment-là, vous allez avoir une action marketing, une action commerciale qui va être dédiée à ce segment. On va plutôt vous proposer ce type de produit, on va plutôt vous contacter plus ou moins souvent, etc., en fonction de votre appartenance à un segment de clientèle. Pour réaliser ces segmentations, sur le plan de la méthode statistique, on va réaliser une classification. Quels sont les objectifs des classifications? Grosso modo, on en a trois. Premièrement, il s'agit de simplifier la description d'une vaste population étudiée. On a plusieurs dizaines de milliers de clients. On veut les résumer en une dizaine de groupes ou 5-6 groupes pour pouvoir agir sur cette population de manière plus facile. Donc, on va chercher à simplifier, à résumer, à synthétiser la population grâce à une classification. Du coup, il va falloir identifier
des participants, des consommateurs ou des clients qui ont des comportements ou des réponses similaires, hein, si on traite ça sous l'angle d'une enquête, donc des gens qui ont les mêmes opinions, les mêmes comportements, on va les mettre ensemble dans un groupe, et on va devoir du coup composer ces groupes grâce à des méthodes scientifiques, et c'est ce que les différentes méthodes de classification vont nous apporter. Donc, ensuite, on va décrire rapidement la démarche de classification, donc tout en s'appuyant toujours sur l'exemple de la banque dont on a parlé tout à l'heure. Donc, on va effectivement utiliser un certain nombre de variables. Donc, ici, ce sont des variables comportementales, des variables de comportement bancaire. On va les appeler les variables internes, et c'est sur ces variables-là qu'on va réaliser les groupes. Donc, à partir de valeurs proches, les individus vont être constitués en catégories, en classes, selon certaines méthodes que l'on va voir un petit peu plus tard. Ensuite, on va enregistrer l'appartenance des individus à cette classe. Donc, selon votre comportement bancaire, si vous faites beaucoup d'épargne et que vous avez une forte activité, vous allez être dans ce groupe en haut à droite, qui va être peut-être le segment numéro 1, et on va enregistrer le fait que vous, individu 1, appartenez à ce segment numéro 1, afin de pouvoir ensuite croiser cette variable de la classe avec d'autres variables disponibles, comme par exemple des variables sociodémographiques, afin de savoir finalement dans cette classe numéro 1, est-ce qu'on a plutôt des hommes, des femmes, est-ce qu'on a plutôt des personnes plus âgées, est-ce qu'on a plutôt des actifs, des inactifs, etc. Et cette deuxième catégorie, cette deuxième série de variables, on les appelait les variables externes. Et du coup, on va pouvoir, grâce à la confrontation à ces variables externes, grâce au croisement sur les variables externes, décrire d'une manière précise les segments en matière d'âge, en matière de classe socio-professionnelle, comme on le voit ici. Et de plus en plus maintenant, on va avoir recours à ce qu'on appelle les personas, c'est-à-dire un descriptif synthétique de chaque segment avec un nom, un âge type. On va essayer de rendre chaque segment plus vivant avec effectivement, comme par exemple ici, on voit une retraitée qui s'appelle Joséphine, qui a tel et tel comportement, qui a tel et tel besoin, qui a telle description, et du coup ça permet, on voit son niveau de satisfaction également, et du coup on va pouvoir, grâce à ces notions de personnae, adapter d'une façon la plus concrète possible nos opérations marketing aux différents segments qui auront été identifiés. Mais pour arriver à ces résultats de personnae et de segments, il faut réaliser des classifications. Pour cela, il existe différentes méthodes. Alors, il y en a vraiment énormément. Céline l'a dit tout à l'heure. On va essayer de simplifier un petit peu le discours. On va essayer de faire un peu de vulgarisation. Surtout que c'est sans doute une des méthodes les plus compliquées de la statistique, où il y a un très très grand nombre d'options. Donc, on verra tout à l'heure qu'il faut accepter aussi le fait qu'il n'y a pas forcément une seule et bonne réponse. Il y a toujours plusieurs solutions possibles de classification qu'il va falloir décrire et essayer de départager. Alors, tout d'abord, quelles sont les différentes méthodes ? D'une façon très schématique, il existe deux grandes familles de méthodes, les méthodes hiérarchiques et les méthodes décentroïdes. Donc, les méthodes hiérarchiques consistent à regrouper progressivement les individus dont les réponses sont les plus similaires. Donc, au début, les deux individus qui se ressemblent le plus, on les met ensemble. Ensuite, on regarde quels sont les deux autres qui se ressemblent le plus, on les met ensemble. Ensuite, ces individus deviennent des groupes. On va regrouper un individu avec un groupe s'ils sont très proches, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à un niveau, comme on le voit ici, ça s'appelle un dendrogramme, à droite, où on voit la manière dont les individus se regroupent progressivement. Et à un moment donné, on va s'arrêter et on va, par exemple, décider sur des critères statistiques de s'arrêter à une partition, à un découpage en 4 groupes, par exemple, qui va être considéré comme la meilleure solution à un moment donné. Et c'est cette solution-là qui sera présentée. Donc, cette méthode que je viens d'expliquer rapidement s'appelle, par exemple, la classification ascendante hiérarchique. Deuxième famille de méthodes, les méthodes des centroïdes qui, eux, fonctionnent différemment, puisque là, on va partir de points centraux que l'on va utiliser et autour desquels les individus vont se regrouper. Je vais rentrer un petit peu plus dans le détail, puisque parmi les méthodes des centroïdes, on a la méthode Kamins. Donc, on va peut-être la décrire maintenant un peu plus dans le détail.
Donc, c'est une procédure itérative donc, qui se réalise en plusieurs itérations, plusieurs étapes. On va démarrer, donc là, vous avez une illustration en bas qui devrait vous aider aussi à comprendre un peu mieux ce que je vais expliquer. On va démarrer avec un nombre de classes fixé. Donc, par exemple, ici, c'est 4. On va décider que, compte tenu de ce qu'on attend des résultats et de la vraisemblance de nos données, on s'attend à avoir 4 classes. Donc, on va placer 4 classes, 4 centres, donc ce sont les points noirs, de façon aléatoire au début. Et les individus vont donc se regrouper autour du centre qui va être le plus proche. Dans la deuxième étape, on va donc réaliser des points moyens, c'est-à-dire qu'on va calculer sur l'ensemble des points, sur l'ensemble des groupes ainsi constitués dans une première étape, le centre de gravité. Donc le centre va se déplacer un petit peu. Et là, comme on le voit ensuite, dans un deuxième temps, on va réaliser une nouvelle assignation. Donc tous les individus vont être à nouveau affectés à ce centre de gravité dont ils seront le plus proches, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ces centres soient stables et qu'ils ne bougent plus. Et du coup, on arrivera à une certaine stabilité. Et on considère que la solution, comme on le voit ici dans l'image 4A, est une solution terminale. Et c'est cette solution-là qui sera proposée. Donc on part de centre de classe et on regarde comment les individus s'agrègent progressivement autour de ces centres de classe afin d'obtenir un résultat optimal. C'est la procédure Kamins. Alors, on va pouvoir, dans ces méthodes de classification, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, obtenir plusieurs scénarios, plusieurs solutions possibles. On va pouvoir, par exemple, essayer d'avoir une solution en 4 groupes ou en 5 groupes. Et pour pouvoir départager plusieurs solutions, il existe un certain nombre de critères qu'on va pouvoir mettre en œuvre. Donc, j'ai là aussi donné les critères les plus fréquents. Les critères statistiques, tout d'abord, bien évidemment, et ça vous l'avez compris, on cherche des classes les plus homogènes, c'est-à-dire avec des individus qui se ressemblent énormément, et on cherche des classes qui soient les plus différentes possibles entre elles. Cette notion-là, elle est mesurée par un indicateur qui s'appelle l'inertie, qui revient en fait en quelque sorte à une espèce de variance, sauf que comme on est dans un espace à plusieurs dimensions, eh bien, il y a plusieurs dimensions, donc on va utiliser le concept d'inertie. Donc on va chercher une inertie la plus petite possible à l'intérieur des groupes et une inertie la plus grande possible entre les groupes. Et en fonction de ces critères qui sont calculés, on va pouvoir juger si une solution donne de meilleurs résultats qu'une autre. On va aussi raisonner par rapport à d'autres critères un peu plus, on va dire, subjectifs, comme par exemple celui qui est lié à la taille de la population totale. Donc plus on a une grande population, plus on aura un grand nombre de groupes. On ne va pas faire 10 groupes sur une population de 30 individus, ça n'a pas de sens. On n'a pas assez de finesse, donc effectivement, pour arriver à une dizaine de groupes, il faut avoir certainement au moins plusieurs milliers d'individus, afin de pouvoir arriver à une finesse de découpage suffisante. Donc, ça veut dire que quand on est sur des enquêtes à 1000 personnes, entre 300 ou 1000 personnes, on va être entre 3, 4, 5, 6 groupes maximum. Ensuite, on a un critère d'interprétabilité qui est, quand on doit choisir entre une classification à 4 ou à 5 groupes, eh bien, quelle est l'interprétation qu'on va faire de ces groupes? Est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça fonctionne bien avec les variables externes, c'est-à-dire que les variables sociodémographiques? Si on a plus de facilité et si la solution à 4 groupes est plus facile à comprendre et plus facile à expliquer, eh bien on va la privilégier par rapport à la solution à 5 groupes. C'est un critère final qui est donné aussi par tous les manuels de statistiques, c'est la notion d'interprétabilité, même si elle est un peu en fait subjective. Voilà, donc ça ce sont pour les grands principes. On va vous montrer comment obtenir une classification Kamins dans DataViv et c'est Céline qui va nous le montrer. Et je vais aussi participer bien sûr et essayer en même temps de vous expliquer le principe. Donc on va utiliser l'outil DataViv pour réaliser cette classification. Donc on a la possibilité dans les analyses avancées de choisir la classification Kamins. Donc on va sélectionner dans un premier temps nos variables échelles. Donc on a un groupe ici d'échelles de
satisfaction. Donc on est dans une enquête qui porte sur des touristes, qui est une des enquêtes exemples qu'on a à disposition. Donc dans la K-Means, on va choisir le nombre de groupes. Donc là, on va vous proposer une classification en 4 groupes. On pourrait faire de la même manière avec 3 ou 5. On a donc, voilà, l'algorithme a été mis en place par le logiciel. Et on va essayer de comprendre justement, donc ça c'est un K-Means, on a placé les groupes, les individus se sont groupés progressivement et c'est une solution qui, compte tenu des critères statistiques que le logiciel a en tête, va être considérée comme intéressante, donc elle nous est proposée. Donc ici on voit la manière dont les groupes sont placés par rapport aux différentes variables, qui sont un peu plus petites ici. Donc par exemple ce groupe effectivement qui est le groupe D, je crois, hein, si on voit bien les couleurs. C'est un groupe qui attend du repos, du calme, de la famille, du confort. Donc on va par exemple les appeler les pépères. Pour le groupe D, il faudra s'en souvenir. Ensuite, on a, je vais le noter au fur et à mesure. Ensuite, on va regarder donc en face, ceux qui sont donc ici en vert, groupe A, s'opposent à ces notions-là de confort, etc. Donc ils sont peut-être plus aventuriers, on va les appeler comme ça. Groupe A, aventurier. On a à gauche ici des gens qui sont intéressés par le sport et le soleil et le monde également, donc on va les appeler les actifs, c'est le groupe B. Et il reste un groupe C ici qui va en fait se caractériser par une opposition à la notion de club et de tout compris, donc des individus relativement indépendants, on va les appeler les C, hein, indépendants. Voilà. Alors, bon, là, l'interprétation que j'en fais, c'est très très rapide. On peut céder des résultats sur les variables internes pour voir la valeur des 4 groupes ici. On le retrouve ici dans le détail des classes. On voit que le groupe A se caractérise par ils veulent voir du monde, ils sont très forts sur cette valeur-là. Ils sont forts également sur la notion de soleil. En revanche, ils sont très faibles sur club, monde, tout compris, repos calme, famille, etc. Donc, ils veulent, je les avais appelés les aventuriers, donc on voit que c'est cohérent avec l'interprétation que j'en avais fait graphiquement. Donc, une fois qu'on a interprété les groupes, donc là, j'ai pu me tromper, hein, mais vous voyez qu'une interprétation graphique d'un côté et sur les valeurs moyennes de l'autre peuvent nous permettre de s'assurer que notre interprétation est bonne. On va enregistrer l'appartenance à ces classes. Tout d'abord, on va les nommer. Donc la classe A, on a dit aventurier. Voilà, donc Céline est en train de noter. La classe B, ce sont les actifs. La classe C, ce sont les indépendants. Et la classe D, les pépères. Voilà, donc on va enregistrer pour chaque individu l'appartenance à l'une de ces 4 classes. Et on va enregistrer la classe comme une nouvelle variable. Donc là, on voit maintenant effectivement les différents groupes qui ont été, dont le nom a été modifié. Et on va enregistrer l'appartenance à cette classe sous la forme d'une nouvelle variable qui va donc venir apparaître dans la base de données. Et du coup, on va pouvoir l'utiliser et notamment croiser cette variable d'appartenance à la classe avec des variables sociodémographiques, donc avec des variables externes dont on avait parlé tout à l'heure, comme par exemple la CSP, l'âge, le sexe, la région d'origine ou même les activités qui sont réalisées. Donc on peut par exemple, si on veut rapidement croiser cette variable avec les activités réalisées, variable numéro 2, pour vérifier que certaines activités, peut-être on peut le faire sous forme d'une carte. Voilà. Donc, on va voir par exemple que les pépères, effectivement, elles sont plutôt sur une activité de gastronomie, de visite, etc. Les indépendants sont sur du loisir, de la baignade, de l'aventure. On voit qu'ils sont un peu proches. Et les actifs, voilà, on va pouvoir même éventuellement affiner la description du groupe. On va peut-être même les appeler sportifs, je ne sais pas.
on va pouvoir, grâce à cette confrontation à d'autres variables, affiner notre compréhension des différents segments, pouvoir les décrire et pourquoi pas ensuite effectivement aboutir à ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire la description des personnées, c'est-à-dire d'aller nommer le pépère, lui donner un nom, un âge, certaines activités, donc de permettre aux offices de tourisme qui vont utiliser ce type d'études de finalement de concrétiser d'une manière plus forte les différents types de clients. Voilà, et tout ça avec un but derrière d'avoir une communication qui va être adaptée et d'avoir des vraies actions à mettre en place pour la direction, par exemple. Je ne sais pas si vous avez vu que vous aviez un module de questions, vous pouvez échanger avec nous si vous souhaitez nous poser des questions. On a Thibaut qui nous demande si cette analyse est disponible également dans IQ2, donc la réponse est oui. On peut réaliser une mécanisme dans IQ2. Exactement. Dans IQ2, il y a également la hiérarchique. Ouais. D'accord. Donc la première que j'ai très rapidement présentée, qui est disponible dans IQ2 et qui le sera assez prochainement sur DataViz. Donc on a une nouvelle question. La différence entre la K-means et la classification justement hiérarchique. Alors c'est une différence de méthode, hein, comme on l'a vu, j'ai essayé de l'expliquer un petit peu au début de la présentation. La hiérarchique, on va regrouper les individus les uns après les autres, donc c'est beaucoup plus long. Et la K-means, on va placer des centres et voir comment les individus se répartissent. Donc c'est vraiment une approche méthodologique très différente, qui souvent d'ailleurs, parce qu'au final, quand deux individus sont très proches, ils vont se retrouver ensemble, forcément, quelle que soit la méthode. Donc au final, on va toujours arriver à des résultats similaires, que ce soit avec une hiérarchique ou avec une K-means, on ne sera jamais sur des résultats très très différents. Ce qui risque surtout de se passer, c'est qu'on hésitera entre une solution à 4 groupes ou à 5 groupes, ou une solution à 3 ou à 4, en fonction, je dirais, de l'interprétation qu'on va pouvoir faire de ces groupes. Voilà, donc pour la question d'Antoine, ensuite on a Ali qui demande pourquoi 4 groupes, le test pour un nombre optimal de classes. Alors, il y a des tests statistiques qui sont faits, effectivement, ça fait partie des critères aussi que je donnais tout à l'heure. Il y a tout un tas de critères, il y a notamment le critère de Ward qui va nous permettre de dire, voilà, à partir d'un certain moment, je perds trop d'inertie, du coup je m'arrête à la classification précédente. Donc ça, le logiciel en tient compte, mais il faut accepter dans les méthodes de classification qu'à un moment donné, on ait un point de vue du chercheur et de l'expert sur la classification. C'est-à-dire que même si on a des critères statistiques, il faut accepter aussi une part de subjectivité dans la manière dont on va choisir entre, par exemple, 4 et 5. Et ce qui est important de comprendre, c'est que on va toujours, à un moment donné, envisager plusieurs scénarios. Donc, par exemple, ici sur les touristes, on va essayer, je ne sais pas, à 3 classes, à 4 classes, à 5 classes, éventuellement à 6 classes, et on va regarder les différents scénarios sur des critères statistiques, mais aussi sur des critères d'interprétation et plus subjectifs. Et au final, on dira, ok, voilà, on a opté pour cette solution-là. Encore une fois, il n'y a pas une seule solution dont on va être sûr à 100% qu'elle est la meilleure. Il y aura toujours plusieurs scénarios qui seront parfois un peu proches et la connaissance du chargé d'études va souvent servir à les départager. Alors la question de Noël sur comment on choisit les centres de gravité. Alors dans la méthode K-means, au départ, il y a plusieurs méthodes, mais par défaut, elles sont placées au hasard et donc ensuite ça converge pour que les centres se placent aux meilleurs endroits possibles. Il y a d'autres méthodes K-means où on peut les placer en fonction d'une autre variable, mais cette méthode n'est pas disponible dans DataVis. Retenons qu'au départ, c'est aléatoire. Et donc Gilles qui demande, quand les classes se chevauchent, est-ce que les individus sont attribués à une ou plusieurs classes? Non, ils sont attribués à une seule classe. Un individu va faire, dans ces méthodes-là, un individu fera partie d'une seule classe. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Notion d'objectivité entre la hiérarchique ou la... Non, je pense qu'il n'y a pas de méthode plus objective qu'une autre.
encore une fois, il faut idéalement tester plusieurs scénarios avec plusieurs méthodes, pourquoi pas, comparer une hiérarchie K4 et une K-means A4. Voilà, et ensuite déterminer quelle est celle qui finalement fait le plus de sens. Et donc la question d'Antoine, comment interpréter les axes? Ça nous renvoie à l'analyse factorielle. Hein. Les axes, ici, ce sont des... Est-ce qu'on parle de la carte qui est sous nos yeux? Du centre et des extrémités. Donc là, ça renvoie à l'interprétation d'une carte factorielle. Donc là, on va plutôt mettre peut-être celle-ci. Donc on interprète les axes par rapport à la position des différentes modalités. Donc on voit ici que le premier axe est sans doute un axe d'activité, puisqu'on a à gauche des choses très, on va dire très calmes, qui s'opposent à des activités justement à des choses plus actives à droite. Donc c'est les modalités de la façon dont elles se placent sur les axes qui vont nous permettre de les interpréter. On a aussi accès aux contributions des modalités aux axes dans les statistiques, les résultats détaillés ici qui vont nous permettre de les interpréter. Mais là, ça nous renvoie à la notion d'analyse factorielle. On aura peut-être un autre webinaire là-dessus pour expliquer comment on interprète des cartes factorielles. Alors justement, pour revenir sur les actualités, donc pour vous dire qu'on a d'autres webinaires qui sont prévus. Je ne sais pas s'il s'affiche. Voilà. Donc on a d'autres webinaires qui sont prévus. Donc là, vous les recevez régulièrement grâce aux newsletters. Dès que vous êtes inscrit, vous recevez les prochaines actualités. Donc on est aussi présent à Paris pour une journée de présentation sur les enquêtes multicanales. Donc on pourra vous rencontrer à cette occasion le jeudi 11 octobre. Et donc deux webinaires sur cette fin d'année, un sur la data visualisation et un autre donc un peu assez méthodologique également sur les graphes de relations. Et pour aller plus loin dans l'apprentissage des données, on a également à vous conseiller le livre de Jean Moscarola qui s'appelle donc Faire parler les données méthodologiques quantitatives et qualitatives. Donc Jean Moscarola est le fondateur de la société Sphinx, qui est donc à l'origine de ce livre qu'on vous conseille, qui n'est pas un livre sur le logiciel, mais qui est vraiment basé sur les méthodes, donc qui peut être intéressant si vous vous intéressez aux analyses. Il y a un chapitre sur les analyses multivariées, dont les classifications, dans cet ouvrage de Jean Moscarola. Donc n'hésitez pas à vous référer à ce livre. Sur les dernières questions, on pourra vous répondre en échange, à moins que, je ne sais pas, t'envoies une plus intéressante, je ne sais pas. Ouais, il y a juste une dernière question qui me semble intéressante aussi sur le rendu de la carte. Quand on obtient effectivement une carte de classification, bon, très honnêtement, généralement, on repasse dessus pour faire quelque chose avec PowerPoint pour que ce soit, notamment si on veut donner un nom, si on veut mettre une illustration. Donc nous, on s'arrête pour que ça rende, je dirais, quelque chose de correct dans le cadre d'un rapport. Ensuite, on va pouvoir utiliser d'autres éléments de data visualisation pour le rendre plus communicant, si on veut mettre des images ou des titres, etc. Par défaut, la carte est faite comme ça. Après, vous pouvez intégrer dans DataViv vos propres images pour l'illustrer et la rendre un peu plus sexy, parce que c'était ça la question. C'est ça. Donc pour les autres questions, vous pouvez continuer à échanger avec nous sur le module de questions. On reste en ligne, connecté pour vous répondre. Et puis, on vous dit donc à bientôt pour un prochain webinaire. Et on vous souhaite une bonne journée. On vous souhaite une bonne journée, voilà. Merci de votre participation. Vous étiez une centaine d'inscrits sur ce webinaire. Donc, on est ravis que ces questions de méthodologie vous intéressent. Voilà, bonne journée, merci. Très bonne journée, merci. Au revoir.